PME en action, on discute aujourd'hui de l'importance pour les dirigeants d'entreprise de déléguer, savoir déléguer. Comme on va voir, c'est un art qui demande une certaine adaptation au changement et ça prend aussi de bonnes qualités interpersonnelles. Évidemment, notre invité est Pascale Landriot, coach certifié PNL, présidente de Mensa Coaching International. Bonjour. Bonjour. On pourrait intituler notre conversation aujourd'hui « Déléguer pour grandir » parce qu'évidemment, il y a un effet très positif à ça. Des fois, on pense déléguer, c'est donner aux autres ce qu'on ne veut pas faire. C'est pas mal plus compliqué que ça. Ça, c'est la définition simpliste. Puis, il y a une question de pouvoir là-dedans aussi parce que quand on délègue, on donne une partie de son pouvoir. Est-ce que je fais bien le portrait de la situation? C'est partager son pouvoir. C'est pas forcément perdre du pouvoir, mais c'est partager son pouvoir avec les autres. Oui. C'est ça. Et les bonnes raisons de faire ça, qu'est-ce que ça donne de déléguer? Bien, la première raison, la plus évidente, c'est vraiment de gagner du temps sur son propre travail. Il faut aussi prévoir un petit peu de temps avant pour vraiment pouvoir bien déterminer qu'est-ce qui est attendu, pendant pour pouvoir bien communiquer les attentes et à la fin pour faire un suivi, une rétroaction et tout ça. Donc le gain de temps, ça, c'en est un qui est vraiment évident. Et les étapes que vous expliquez, ça démontre quand même qu'il y a une démarche assez, je dirais pas complexe, là, mais il y a quand même des étapes à suivre pour bien déléguer. C'est pas juste, tiens, fais ça, j'en vais te donner plus de temps pour faire le reste. Il faut bien expliquer à la personne ce qu'on attend d'elle. Il faut faire un suivi par la suite. Peut-être qu'on y reviendra. Qu'est-ce qui pourrait amener peut-être des dirigeants à pas avoir tendance à déléguer? Parce que, comme j'ai dit, c'est peut-être pas toujours, c'est pas naturel pour tout le monde, hein, déléguer. Il y a des choses qui freinent peut-être la délégation. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas nécessairement de savoir comment déléguer, mais faut prendre conscience de des fois qu'est-ce qui peut nous empêcher de déléguer. Comme par exemple, vous avez parlé de pouvoir, donc les gens ont l'impression qu'ils doivent céder leur pouvoir, donc ils veulent pas céder leur pouvoir, ça peut être une des raisons. Une autre des raisons, c'est qu'ils peuvent aussi penser qu'ils vont perdre de la valeur ou de l'importance s'ils délèguent. Donc, dans leur tête, ils sont l'expert, qu'est-ce que les gens vont penser si je demande de l'aide, par exemple. Il peut y avoir plein d'autres raisons, comme ça va être plus facile et plus rapide si je le fais moi-même. Ah ben oui. Donc, peut-être à court terme, ce l'est, mais pas forcément à long terme. Quand on fait tout, finalement, on n'est peut-être pas plus rapide, mais on peut penser ça comme ça. Il y a l'idée aussi peut-être de ne pas faire confiance aux autres. Il y a des gens qui ont plus de difficulté à faire confiance aux autres. Oui, absolument. Donc, c'est le syndrome de personne ne peut le faire aussi bien que moi. Ouais. Il n'y a pas aussi l'idée peut-être d'être vu comme un paresseux, le chef d'entreprise qui délègue à tout le monde et qui supervise quand même, mais finalement, c'est chacune des étapes de son travail sont données à quelqu'un. Peut passer peut-être pour un paresseux, non? Ça ne peut pas freiner certaines personnes, ça? Oui, absolument, parce qu'ils voient ça comme la délégation, c'est synonyme finalement de donner le travail que moi je suis supposée faire aux autres. Donc, il peut se percevoir s'il délègue comme étant paresseux ou égoïste. Effectivement. Lui se percevoir comme ça ou les autres le percevoir comme ça. Par contre, il y a des gains, c'est sûr, hein, il y a des gains à faire à déléguer. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça donne aux autres aussi? Ouais. Bien, en fait, ce que je dirais, le gain le plus important, c'est vraiment que ça permet de développer les compétences des deux parties. Donc, premièrement, celui qui délègue, il développe ses compétences pour devenir un meilleur leader. Donc, la délégation, c'est une des caractéristiques très importantes des bons leaders. La personne, elle, à qui on délègue, elle, ça lui permet toute une panoplie de choses. Premièrement, de prendre l'autonomie, de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir être plus créative, de pouvoir gagner confiance, puis de pouvoir développer ses compétences dans la tâche spécifique à laquelle on délègue. Puis juste au niveau de la motivation, savoir que le dirigeant nous fait confiance, nous délègue une tâche, bien ça nous motive, évidemment. Alors j'ai l'impression qu'on devient des meilleurs travailleurs. Bon, mais il faut savoir comment déléguer. On l'a abordé un petit peu au début, parce qu'on lance pas ça n'importe comment. Il faut que ce soit clair pour celui qui reçoit la tâche. En fait, la première question à se poser comme délégueur, c'est vraiment de dire à qui est la meilleure personne à qui je peux donner cette tâche-là. Et ensuite, qu'est-ce que moi j'ai besoin de lui donner pour que cette personne-là puisse réussir. Alors, on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus important, c'est de vraiment déterminer le résultat attendu. Donc, quand on le communique, de vraiment pouvoir communiquer le résultat attendu avec l'échéancier, les priorités et l'importance. Mais laisser le processus ou une partie du processus vraiment à la personne à qui on délègue
pour permettre à cette personne-là de se développer. D'utiliser sa créativité, au lieu de donner une liste extrêmement, finalement, on devient un robot si on nous donne ça trop complet. Pour ce qui est du processus, on sait où on va se rendre, mais pour savoir comment on va y aller, c'est la personne qui va choisir. Par exemple, je peux vous donner un exemple de dire à quelqu'un, j'ai besoin d'un rapport de comparaison sur 3 produits avec ces 6 éléments suivants. Pour 10 heures demain matin. C'est très important pour le dossier de tel client. Mais la façon de colliger l'information, ça sera laissé à la personne de décider ça, mais on sait quel résultat on va attendre au bout. Et donc, on voit que ça peut être très rentable. Donc, déléguer, ça peut aider justement un entrepreneur, une entreprise à grandir. C'est assez évident, je pense. Merci beaucoup, Mme Landriot. Merci. À très bientôt. Vous restez avec nous. On poursuit avec un autre segment de notre émission PME en action dans un instant. Notre deuxième segment de PME en action aujourd'hui est consacré à l'industrie de la restauration rapide. Il y a la chaîne Quesada Burritos et Tacos qui a déjà beaucoup de succès au Canada, qui se lance maintenant à la conquête du Québec avec un vaste plan d'expansion pour 2015. On a le plaisir de recevoir Tom O'Neill, qui est président de la division des franchises de Quesada. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes déjà présent au Québec. On va y revenir dans un instant, mais il y aura une forte expansion en 2015 si je regarde les plans de l'entreprise. Mais parlez-nous un peu de Quesada. Ça a été fondé, je crois, il y a quelques années, en 2004, par quelqu'un qui était passionné vraiment de la cuisine mexicaine. Hein? Oui, Steve Gill, qui était à l'époque, qui travaillait dans le développement du software aux États-Unis. C'était un gars de Toronto. Puis il a découvert les burritos à Denver, en Colorado. Puis il a décidé de laisser tomber sa carrière, puis de retourner à Toronto, puis d'ouvrir un restaurant. Puis c'était un grand succès. Un passionné, donc, de la cuisine mexicaine, tout simplement. Oui, absolument. Puis il a fait une analyse très approfondie des aliments d'un bon burrito. Puis ensuite, son frère a décidé de lui rejoindre. Puis ils ont ouvert deux autres restaurants, un total de 3. Puis moi, en 2008, j'ai par hasard découvert le restaurant, puis j'étais vraiment... Vous êtes allé manger un burrito? Oui, oui. Puis il y avait mis dans la porte, puis je me suis dit, bon, ça c'est intéressant. Je l'ai goûté, c'était fantastique. Je suis devenu un client régulier. Puis par la suite, j'ai décidé d'approcher M. Gill, puis lui suggérer de commencer à franchiser son concept. Puis on a ouvert 2 autres restaurants coopératifs à Toronto, des grands succès. Puis en 2010, on a commencé à vendre des franchises, à accorder des franchises, à développer la chaîne à travers le pays, avec une bout d'ouvrir 300 restaurants à travers le pays, dont une 50aine ou 60aine ici à Québec. Là, actuellement, au Canada, il y en a quelque chose comme 42, est-ce que j'ai des bons chiffres? Oui. Et là, en 2015, une étape importante, vous voulez doubler ça, monter ça à 80. Oui. Et l'expansion la plus forte, ça sera au Québec, où il y a 5 restaurants actuellement. Oui, on a 5 restaurants à Québec, Beauport, Sherbrooke, Université de McGill, Laval, Dollar des Ormeaux. On est en train d'ouvrir un autre à Terrebonne, puis un autre à Côte-des-Neiges et Côte-Sainte-Catherine. Puis nous allons ouvrir, comme je l'ai dit, une 50aine ici au Québec. Bon. Pourquoi vous avez choisi le Québec pour la phase la plus importante de votre expansion? Parce que d'abord, on a décidé de l'essayer et les résultats étaient tellement impressionnants. Les gens adorent le produit. Nous autres, on n'a pas un grand budget pour faire de la publicité. Mais quand même, on a des lignes dans les restaurants, donc c'est vraiment de bouche à l'oreille. Les gens adorent le produit. On a beaucoup de... Est-ce que c'est vrai que les ventes par jour au Québec, c'est plus important qu'ailleurs au pays? Oui. On a des restaurants qui ont des ventes plus fortes, mais en général, les ventes au Québec, parmi nos 5 restaurants, sont plus forts en général que les ventes ailleurs, oui. Alors donc, on voit que ça fonctionne. Les ventes, ça le prouve. Oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça fonctionne? Pourquoi les Québécois aiment tant vos produits? Je pense que les Québécois, ils sont plus sophistiqués quant à la nourriture. Donc, ils ont vraiment adopté les maîtres mexicains, le nôtre en tout cas, d'une façon très vite.
Et aussi, on trouve qu'il aime aussi se reposer quand il veut manger. Donc, on est obligé de changer nos plans dans les restaurants puis augmenter la grandeur des restaurants. Oui, ça, c'est typique au Québec. Vos restaurants au Québec sont plus grands pour que les gens mangent sur place. Oui, les gens mangent sur place. Et les gens à lesquels j'ai parlé, ils me disent, à Toronto, les gens, ils mangent puis ils bougent. Ils mangent puis ils s'en vont. Et les Québécois, on aime mieux se reposer puis déguster le produit. Donc, vous adaptez vos magasins, vos restaurants à la clientèle québécoise. Absolument. Bon. Et au niveau des mets, vous êtes très fiers de la fraîcheur des mets qui sont présentés, des recettes authentiques, parce que dans le mexicain, il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a des choses qui sont très loin des produits authentiques, mais de votre côté, c'est une valeur importante pour l'entreprise. Absolument. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas sacrifier non plus. Et ce sont des petites choses, l'ensemble des petites choses, de faire cuire les salsas, les fèves, le riz, préparer les sauces tous les jours dans les restaurants. Ça fait une différence énorme. Ça donne un produit qui a une saveur très complexe. Et les gens aujourd'hui, ils sont capables d'apprécier une saveur complexe. Ils voient la différence. Parce qu'on a beaucoup d'expérience aujourd'hui avec des maîtres internationaux, si vous voulez. Oui. C'est sûr que des tomatillos frais, c'est pas la même chose que des congelés. Pas du tout. On voit tout de suite la différence. Puis il y a la question nutritionnelle aussi, parce que ça aussi, vous donnez la valeur nutritionnelle. On peut facilement consulter le site Internet de Quesada et toutes les informations sont là pour les gens qui sont soucieux de leur santé. Il y a la fraîcheur, mais il y a aussi, on veut que ce soit des aliments sains aussi. Oui. Je peux vous dire que dernièrement, le Toronto Star Toronto est rentré dans un de nos restaurants sans avis. Ils sont allés acheter un burrito au poulet. Ils sont rentrés dans les restaurants de deux de nos compétiteurs, puis ils sont retournés dans leur laboratoire, puis ils ont fait une analyse des 3 burritos ensemble, semblables, puis ils ont déclaré dans le journal que le meilleur choix pour la santé et le saveur, c'était nous autres. Monsieur O'Neill, merci beaucoup de nous avoir visités. Meilleur des succès avec l'expansion. Merci beaucoup.